Bonjour, bienvenue chez moi. Je m'appelle Étienne. Je suis chargé de cours à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM. Aujourd'hui, j'ai une présentation pour vous des programmes qui sont offerts au premier cycle, principalement les programmes de baccalauréat à l'École des arts visuels et médiatiques. Je vais dire un petit mot sur nos autres programmes aussi, mais la présentation concerne surtout les deux profils du programme de bac. La présentation que je fais pour vous aujourd'hui, c'est une présentation qu'on fait généralement pour les élèves dans les différents cégeps qu'on va visiter, où on fait la promotion de nos programmes, où on répond à des questions. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de voir cette présentation-là parce qu'on n'a pas été vous visiter à votre collège ou à votre cégep, ou parce que vous n'êtes présentement pas inscrit au cégep, vous êtes un étudiant qui avait un parcours un peu différent, ben, c'est la chance peut-être de répondre à des questions que vous avez. La présentation devrait durer environ 40-45 minutes. C'est une présentation quand même en profondeur. Comme je disais, qui peut répondre probablement à beaucoup de questions, là. Donc, on vise vraiment à vous donner un bon tour d'aperçu du programme, comme c'est plus difficile là, de venir visiter les ateliers cette année avec le contexte particulier qu'on connaît. Alors, on démarre. Donc, voici un petit peu la structure générale des programmes qui sont offerts à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM. Donc, au niveau du premier cycle à l'université, on a le programme de certificat qui est un programme d'un an, donc pour 30 crédits, et le programme de baccalauréat qui comprend deux profils, donc le profil de pratique artistique qui se déroule sur 3 ans et le profil enseignement qui se déroule sur 4 ans parce qu'il comprend si on veut, une licence de pédagogie. Donc, on va un petit peu plus loin dans ce, dans ce filon-là. Et évidemment, au cycle supérieur, on offre aussi une maîtrise et un doctorat. Vous pourrez prendre des informations autant sur la maîtrise, qui a une concentration art visuel, et le doctorat, qui a un profil plus interdisciplinaire, sur d'autres pages là, de l'UQAM ou d'autres onglets sur le site web de l'École des arts visuels et médiatiques. Donc, je dis un petit mot sur le certificat. Peut-être que vous êtes des étudiants qui graduent du certificat en ce moment. Euh, Peut-être que c'est un programme dont vous avez entendu parler. Donc, le certificat, c'est un programme assez intéressant, donc d'un an. La population étudiante au certificat est très diversifiée, très diverse. Euh, Souvent, c'est des gens des étudiants qui souhaitent entrer au baccalauréat, mais n'ont peut-être pas le portfolio parce qu'ils n'ont pas passé à travers euh, un programme collégial spécialisé en arts visuels. Ça peut être des candidats très intéressants pour le baccalauréat, mais le temps de se construire un portfolio pour montrer un peu qu'on est de niveau, ben, le certificat c'est vraiment un bon tremplin ou une bonne porte d'entrée, ou sinon c'est un programme parfois que les gens vont combiner à d'autres certificats ou d'autres mineurs, si on veut, donc d'autres programmes d'une durée d'un an pour faire un baccalauréat par cumul. Ça peut faire un profil ou un parcours assez intéressant aussi au niveau du bac. Sinon, c'est aussi parfois un programme plus euh, d'approfondissement technique pour des gens qui ont un peu plus d'expérience, qui ont déjà une certaine pratique artistique, mais qui veulent venir se confronter un peu au niveau universitaire ou apprendre des techniques plus spécifiques en dehors de leur expertise première. Ou encore des étudiants qui arrivent du collège parfois, mais qui n'ont pas réussi à entrer au baccalauréat tout de suite. Donc, des fois, le certificat à ce moment-là, c'est un an pour étoffer le portfolio et puis mettre les pieds dans la place pour pouvoir plus facilement entrer dans un des deux programmes de bac ou un des deux profils de bac dont on va parler un petit peu plus en détail aujourd'hui. Alors, le programme de baccalauréat et les deux profils sont deux profils ou deux programmes qui sont contingentés, donc il faut l'acceptation au programme n'est pas automatique dès qu'on dépose une demande d'admission. C'est pour ça aussi qu'il y a un dossier un petit peu plus étoffé à déposer. Les chiffres moyennes, vous avez les statistiques, on admet environ annuellement environ une centaine d'étudiants pour le profil de pratique artistique, donc 90 à 120, vous voyez ce qui est écrit. Puis le profil enseignement autour d'une cinquantaine, donc à peu près la moitié. Euh, Vous voyez les taux d'admission, donc taux de réussite d'admission au-dessus de 50%, donc entre 60 et 70 environ. Donc vous avez
des bonnes chances d'entrée, mais il faut faire preuve du sérieux de votre démarche à travers la lettre d'intention, le dossier visuel et l'ensemble de votre dossier d'application. Ben, si vous m'avez trouvé, c'est que vous savez déjà où est, si vous êtes déjà passé par le site web de l'école, donc vous avez plein d'informations complémentaires, autant sur les programmes que sur le personnel, si vous voulez faire des recherches sur les professeurs, même contacter des gens de l'administration, ben, vous avez toutes les infos qu'il vous faut à cette adresse web. Donc déjà, première petite présentation. Comme le dit la diapositive, l'EVAM ou l'EAVEM, l'École des arts visuels et médiatiques, c'est surtout les gens qui la composent. Donc, c'est beaucoup une équipe d'enseignants, de chargés de cours, mais aussi de techniciens qui vont être spécialisés, qui vont travailler avec vous dans les laboratoires techniques, dans les ateliers spécialisés de l'école. Puis on peut aller au-delà de même des techniciens. Il y a toute une équipe d'appariteurs, d'apparitrices, qui font aussi un travail là, de relais entre les techniciens, les enseignants, les étudiants. Le petit détail ici nous donne 5 techniciens spécialisés en sculpture, 4 en art médiatique, 3 en art d'impression, 1 en peinture et une personne en photographie. Donc ça fait déjà une belle équipe juste avec ces techniciens spécialisés-là. Ce que ça montre déjà un petit peu, c'est que vous allez être en contact à l'UQAM vraiment avec une palette très étendue, très, très large, très diversifiée de gens avec qui vous allez être en interaction pendant toute votre formation. Ce qui peut être intéressant, souvent c'est ce qu'on cherche à l'UQAM, c'est être dans une grande université au centre-ville de la métropole, donc de rencontrer vraiment beaucoup de gens, autant où vous avez vu les chiffres là, du nombre d'acceptations pour les étudiants qui entrent. Donc, on parle d'à peu près 150, une cohorte de 150 pour chacune des années, là, des 3 premières années du bac. Donc, ajoutez à ça vos professeurs, les auxiliaires d'enseignement, donc les étudiants plus avancés avec qui vous êtes en interaction dans vos cours. Donc, c'est vraiment un bassin intéressant pour trouver les gens avec qui vous avez plus d'affinité, pour trouver les professeurs les plus intéressants, puis avoir du soutien diversifié aussi, parce qu'on ne sait pas toujours qui sont les professeurs qu'on retrouvait les plus intéressants dès le début des études. Donc, moi, je crois que les 2 programmes du bac ou les 2 profils sont vraiment intéressants à ce niveau-là. Et puis, ben, c'est ce que je disais avec personnel qualifié qui est là pour vous aider dans votre cheminement, dans vos choix de cours, mais aussi vous tenir informé des nombreuses activités. Donc, le personnel administratif fait un travail très intéressant de relais d'informations, de concours, d'opportunités, sont là aussi pour vous aider à vous inscrire au bon cours, trouver de la place quand il y a des cours plus en demande qui sont pleins, mais il y a des inscriptions de dernière minute. Donc, tout le monde est là pour vous supporter vraiment de façon personnalisée tout au long de votre programme. Et puis, j'en ai parlé un petit peu aussi. Au-delà de l'équipe, au-delà des gens, ben, c'est beaucoup le lieu aussi qui fait l'École des arts visuels et médiatiques. Donc, on est situé, probablement comme vous le savez, en plein centre-ville de Montréal, métro Berry-UQAM. Donc, on est centralisé, on est proche des musées, on est proche de d'autres universités de McGill, de Concordia, donc au niveau de la vie étudiante. L'UDM, c'est pas très loin non plus. Si vous avez des amis dans ces universités-là, il y a la grande bibliothèque juste à côté. J'ai parlé des musées, les centres d'artistes, les galeries. Donc, tout ça est très centralisé autour de l'UQAM. Puis même si votre logement est un petit peu plus excentré par rapport au centre-ville, ben, tout le monde se retrouve vraiment là, au croisement des lignes orange et verte et jaune au centre-ville. On va faire un petit tour aussi d'horizon des différents locaux, des différents laboratoires que vous avez. On a vraiment une belle offre, des très beaux ateliers, puis beaucoup d'équipements très spécialisés que vous allez utiliser tout au long de votre programme, puis des différents cours.
D'abord, peut-être les ateliers les plus simples, les plus épurés sont nos ateliers en peinture et en dessin qui sont majoritairement situés tout en haut du pavillon Judith Jasmin, donc au dernier étage, au 7e étage. Je dis que c'est les ateliers les plus simples, mais en même temps, c'est des ateliers où c'est vraiment intéressant de créer, ou ne serait-ce que d'entrée, on a des très hauts plafonds, comme vous voyez dans l'image, des puits de lumière, c'est des grands ateliers, un peu de type white cube, donc en début de session, ils sont toujours très propres. En fin de session, ben, il y a eu plus d'activités. Faut repeindre les murs après la session, mais c'est vraiment des grands locaux où il y a du rangement pour les toiles, entre autres dans l'atelier de peinture, donc des mezzanines, des rangements pour travailler des très grands formats, puis des ateliers et des murs avec des proportions contiguës aussi pour, à la mesure de vos ambitions, si vous voulez faire des longues séries de peinture ou avec des très grands formats, des shaped canvas, toutes sortes de choses comme ça. Et puis, je l'ai mentionné, au 7e étage, il y a aussi les ateliers de dessin. Euh, il y en a entre autres un qui est vraiment uniquement dédié au dessin, mais la pratique un peu hybride là, de peinture et dessin se passe un peu partout au 7e étage, mais il y a un atelier qui est un petit peu plus organisé, entre autres, pour le dessin d'observation en groupe, les classes où on va faire justement du portrait, de la nature morte, du portrait vivant, du dessin d'anatomie, etc. Ensuite, si on descend d'un étage, c'est un peu comme si on faisait la visite, là, on vous a amené au 7e, puis on descend tranquillement les étages. Au 6e étage, c'est les ateliers de la section en art d'impression. Donc, il y a entre autres un atelier de sérigraphie, un atelier de litho, de gravure, et puis c'est aussi là que se trouve le laboratoire d'images imprimées qu'on va voir dans quelques diapos. Donc, un petit coup d'œil sur l'atelier de sérigraphie, donc assez grand, au moins une vingtaine de postes individuels pour travailler, l'équipement spécialisé. Moi, c'est entre autres beaucoup là que j'enseigne. Je suis beaucoup attaché à la section des arts imprimés, donc je connais bien ces ateliers-là. On a aussi un autre local, là, juste attenant à l'atelier de sérigraphie, qu'on utilise plus pour des présentations, les critiques de groupe. Il y a une presse de dimension un petit peu plus importante là, pour travailler avec des grands écrans de sérigraphie. C'est notre fameuse presse One Arm. Et puis c'est un local qu'on utilise aussi beaucoup pour les présentations plus magistrales là, dans le cadre des cours en imprimé ou en estampes. Donc l'atelier de litho aussi, attenant avec l'atelier de sérigraphie, donc on communique très facilement entre les deux. On a depuis quelques années une belle grande porte de garage qu'on peut fermer quand on ne veut pas s'entendre, quand il y a deux cours, mais qu'on peut ouvrir aussi ou garder ouverte pour avoir une meilleure circulation, plus de lumière quand on est plutôt en période d'atelier libre entre les cours, parce que vous avez évidemment accès comme étudiant à tous ces ateliers-là. La semaine jusqu'à assez tard, jusqu'à 10h, 11h pour faire vos travaux, puis souvent le week-end aussi, quand il y a une présence d'auxiliaires d'enseignement pour faire la supervision dans les ateliers. Donc, on a passé aussi à l'atelier de gravure que j'ai mentionné au 6e étage, donc une autre technique là, pour la gravure en creux et la gravure en relief avec plusieurs presses et des ateliers spécialisés. On prend l'ascenseur ou l'escalier, on descend au 5e. C'est l'étage un peu du 3D, de la sculpture. Donc, il y a entre autres un superbe atelier de bois avec plusieurs machines, plusieurs postes, une salle plus pour le collage, un endroit plus pour la coupe. Évidemment, il y a toujours un technicien ou une technicienne pour vous aider dans ces lieux-là aussi. Il y a quelques portes à côté, l'atelier de métal, encore très complet. Il y a même une petite forge, des machines pour plier, pour couper, pour souder. C'est un peu moins ma spécialité. Ça demeure un peu plus mystérieux ce qui se passe là pour moi. Mais je sais, pour y être entré, qu'il y a vraiment une panoplie de possibilités de machines plus rudimentaires jusqu'à des machines contrôlées par ordinateur, des CNC, donc toutes sortes de choses auxquelles vous avez accès à différents moments du programme selon les opportunités. Mais je sais que c'est un atelier où vous allez obligatoirement passer, entre autres, dans un des cours de première année, un peu de mise à niveau, d'introduction au 3D, où vous allez faire et du bois et du métal et toucher au façonnage ou au moulage avec
la, la terre cuite ou la poterie ou ce genre de technique-là. Par exemple, dans l'atelier de résine et de matière plastique, encore là, ça c'est métal, menuiserie, c'est assez commun, mais là, on est déjà dans quelque chose d'un petit peu plus, je veux dire dans les écoles d'art, mais atelier de résine et de matière plastique, là, on est encore vraiment on va plus loin dans la spécialisation, donc autant pour travailler avec des panneaux de plexiglas qu'on peut couper, qu'on peut mouler, former pour construire toutes sortes d'objets, ou alors faire des moulages, par exemple, avec des résines ou d'autres types de matières plastiques. Il y a un atelier qui est dédié spécifiquement à ça, donc où il y a évidemment les bons systèmes de ventilation, l'accès à des cols spécialisés, et ainsi de suite, ainsi de suite, encore une fois avec un technicien spécialisé qui s'occupe de vous et de vos projets, donc qui voit la bonne marche et la bonne réalisation de vos projets dans cet atelier-là. L'atelier de façonnage, donc on est dans la section vraiment de avec les tours pour la poterie, mais aussi avec le façonnage, donc le travail de la terre cuite ou de différents matériaux similaires. Donc encore là, un très bel atelier. Il y a beaucoup de fours à céramique qui sont à cet endroit-là. C'est un endroit où vous allez un peu forcément passer aussi à travers vos cours d'introduction, puis que vous pourrez choisir de fréquenter plus si c'est dans vos cordes. Et juste en face, de l'autre côté du corridor, ben, il y a le pendant de l'atelier qui est le moulage. Donc, on va travailler le plâtre. Souvent, on va être en synergie là, avec les pratiques de céramique. Donc, on fait un moule, on coule une faïence, une porcelaine. Donc, ça va servir aussi le moulage là, à tout ce qui est un peu plus résine. Là. Donc, vous voyez, tout ça est vraiment en synergie, tout ça est très proche. Donc, on peut prendre des projets qu'on amorce à un endroit, qu'on complète à un autre. Ça nous fait voyager, expérimenter différentes techniques. Puis encore là, vous êtes toujours en lien avec des techniciens spécialisés ou encore des auxiliaires, donc des étudiants plus avancés qui prennent le relais quand les techniciens n'y sont pas. Toujours sur le 5e étage, dans les locaux qui sont un peu plus récents, donc dans les très beaux locaux, on a un atelier laboratoire informatique et électronique. Je pense qu'on va avoir une image, mais on en a aperçu une tout à l'heure. On va en voir une autre, je crois, avec une situation d'enseignement vraiment intéressante où on a une, des bureaux, des postes de travail là, en espace circulaire ou semi-circulaire avec à chaque bureau un poste de travail informatique très performant pour faire entre autres tout ce qui est oui, montage vidéo. Il y a des suites de montage vidéo ailleurs aussi, mais entre autres aussi là, la modélisation 3D, l'électronique, donc tout ce qui est plus hardware. Là, donc, quand on passe la frontière du hardware au software, il y a aussi une 4, si je ne me trompe pas, 4 imprimantes 3D qui sont dans ce local-là, où on peut travailler avec différents types de matériaux pour faire soit des impressions 3D qui sont des produits finis, ou parfois des impressions 3D qui vont servir à être en étant combinées à d'autres techniques de moulage ou de coulage pour faire des choses qui sont un peu l'équivalent de techniques de cire perdue en moulage, par exemple. Donc, en utilisant différents filaments, différentes matières en combinaison avec les imprimantes 3D. Donc là, on ne voit pas tout le demi-cercle, mais on l'a vu tout à l'heure, je crois. Donc, il y a des postes de travail très performants dans ce local-là, qui est encore là, un des beaux nouveaux locaux là, qui ont été récemment rénovés, réaménagés. Il y a une très belle lumière. Donc, c'est toujours, à chaque fois que je passe par là, il y a tout le temps des étudiants en train de travailler ou juste de passer du temps avec les techniciens, jaser des projets, parler d'un peu des nouveaux logiciels, des nouveaux plugins, toutes sortes de choses. On passe du 5e au 3e maintenant, où on est dans sur l'étage, entre autres, de la photographie, où on a beaucoup de cours de photographie qui sont dispensés à cet endroit-là, où il y a, entre autres, un studio de photo qui sert à la fois de classe, mais aussi de réel studio photo, où on a des arrière-plans blancs et noirs qu'on peut utiliser, toute une grille d'éclairage très complexe, très complète, d'autres équipements, là, comme on voit à l'écran, qui sont à cet endroit-là pour travailler justement la prise de vue en intérieur, en studio, avec des éclairages très contrôlés.
c'est aussi attenant à ça où on a tout un complexe de chambres noires, donc vraiment beaucoup de postes de travail là, dans ces chambres noires-là pour être capable d'accueillir des groupes de 20-25 étudiants très facilement qui peuvent tous travailler avec les agrandisseurs, les bains de développement, les bains d'arrêt, tout le monde en même temps. Donc, c'est plusieurs petites salles avec quelques postes chacun. Donc, il y a des différents types d'agrandisseurs. Donc, on peut travailler des formats petits, moyens ou même très grands dans certaines chambres noires plus spécialisées. Encore là, c'est un endroit que vous allez fréquenter. Il y a un peu un passage obligatoire là, à travers les cours d'introduction pour la photo argentique, pour la photo numérique. Et puis, c'est un endroit où vous allez vous accrocher les pieds si la photo, c'est votre truc. Studio de captation pour incrustation et chrominance, ça, on remonte quelques étages, on est encore au 6e étage, donc juste à côté du café étudiant qui est un autre endroit central du programme où on va étudier, faire des devoirs, rencontrer des gens, passer l'après-midi à boire du thé ou du café, prendre un lunch facile quand on est un peu serré entre deux cours. C'est une coop de travail aussi, le café étudiant, donc c'est un endroit vraiment intéressant à fréquenter, à découvrir, puis même peut-être où vous impliquer. Mais juste à côté, on a une autre très belle salle de classe qui va servir pour enseigner souvent des classes plus avancées ou des séminaires. Mais quand on tourne le coin, ben, il y a un immense, je pense que le terme, c'est un cyclo, là, mais c'est un immense fond vert ou un green screen. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il fait 2 murs, donc il fait au moins, il y a un angle de 90 degrés, mais avec un coin de mur arrondi, donc pour pas qu'on voit l'arête des murs, pour pas qu'il y ait d'ombre. Donc il y a cette chose-là sur 2 murs à 90 degrés, mais aussi pour la jonction avec le sol. Donc il y a vraiment cet arrière-plan-là s'étend sur le sol, puis on a des espèces de petits quarts de cercle, donc vraiment entre les 2 murs et entre les murs et le plancher, pour vraiment avoir un espace spécialisé ou qui permet vraiment un travail nickel là, au niveau de l'incrustation et de la chrominance dans les arts médiatiques, donc pour l'insertion d'arrière-plan ou d'œuvres plus de modélisation 3D dans des œuvres vidéo, par exemple. Donc, comme le lab numérique, comme le green screen, on a aussi dans nos nouveaux locaux plus récents, là, depuis 1 an, 2 ans, le laboratoire de l'image imprimée qui existait dans une autre incarnation avant, mais qui a déménagé, qui s'est installé dans un nouveau local que moi j'apprécie beaucoup aussi, qui est un de nos très beaux locaux, encore une fois avec les très hauts plafonds, beaucoup de lumière. Donc, c'est vraiment un endroit agréable à fréquenter et à travailler. Donc, c'est notre laboratoire de l'image imprimée où on s'occupe de l'impression numérique. Donc, c'est un peu le pendant du studio photo qu'on a vu tantôt avec les chambres noires. Donc, pour la sortie des images numériques, ben, c'est là qu'on a encore là un technicien puis une équipe d'auxiliaires qui s'occupe de travailler avec vous pour l'impression des images plus grand format. Vous voyez à l'image là, derrière l'étudiante, il y a plein de rouleaux, donc plein de types de papier, plein de matériaux spécialisés, donc des pellicules adhésives, des tissus sur lesquels on peut imprimer, des papiers mat, des papiers plus glacés, des papiers transparents. Donc, puis encore là, plusieurs grandes imprimantes pour être capable de fournir, de servir pour tout le monde. Puis, il y a aussi des imprimantes de plus petits formats qui sont accessibles là, sans rendez-vous, sans passer par le technicien, en travaillant directement avec les auxiliaires. Donc, quand vous avez, après quelques fois où vous êtes plus à l'aise pour imprimer, ou vous avez des plus petits formats, ou des images test, ou des images que vous avez déjà imprimées, donc vous savez comment elles vont sortir, bien, vous pouvez faire ce travail-là vous-même pour le plus petit format. Puis il y a aussi une imprimante qu'on dit plus expérimentale, donc c'est une plus vieille imprimante où on s'amuse un peu à mettre toutes sortes de matériaux dedans, le plus expérimentaux, au-delà des papiers qui sont faits pour ça. Ben, si j'ai piqué votre curiosité, si vous avez d'autres questions, vous avez besoin de plus d'informations, vous avez des questions très précises, très bientôt, le mardi 9 février, il y a un événement porte ouverte. Évidemment, habituellement, on fait les portes ouvertes live
dans les locaux, dans les ateliers. Cette année, c'est plus difficile parce que l'accès au campus est restreint, comme on le sait. Mais il y a tout de même un événement virtuel, donc avec l'hyperlien à l'adresse que vous voyez à l'écran, vous allez pouvoir rencontrer des enseignants, des professeurs de l'École des arts visuels et médiatiques pour poser vos questions plus particulières. Je vais tout de suite le mentionner, je crois que ça va venir un peu plus tard peut-être, au pire je le répéterai, mais à cette journée-là aussi du 9 février, on a décidé cette année aussi de maintenir notre événement toujours très populaire de la clinique de portfolio. Donc encore une fois, habituellement ça se déroule en personne où les futurs étudiants, nos candidats et candidates pour les programmes de bac, nous apportent leur portfolio sur une clé USB un peu en développement, donc ils peuvent être terminés, ça peut être une amorce de créer le portfolio, ça peut être en plein dans le travail de créer votre dossier visuel, votre portfolio pour la demande d'admission. Vous avez une équipe souvent avec un étudiant ou une étudiante du programme de baccalauréat et un enseignant qui vont un peu vous aiguiller, vous donner des conseils sur quoi faire, quoi ne pas faire, peut-être changer l'ordre des images, peut-être privilégier certaines images plutôt que d'autres, donc pour vous aider à voir clair. Mais cette année, encore là, ça sera un événement, on le refait quand même, mais c'est une formule virtuelle, donc ça sera la même chose, vous pourrez rencontrer des enseignants, faire un partage d'écran à travers notre application Zoom pour montrer vos images, montrer un peu ce que vous avez, ce sur quoi vous travaillez. Et puis, cette clinique de portfolio-là, elle se déroule sans rendez-vous, donc j'aurai les heures un peu plus tard à vous communiquer. Donc, petite récapitulation sur les deux profils. J'ai dit un petit mot au début, mais on est passé rapidement. Donc, si on regarde le profil artistique, c'est une durée de 3 ans. Ça prépare les artistes soit à se lancer dans le milieu des arts ou à déployer sa pratique à différentes échelles dans votre pratique professionnelle, ou sinon, ça prépare aussi vers la maîtrise en art visuel, donc au 2e cycle, pour, si vous souhaitez plutôt à la sortie du bac, continuer d'affiner votre pratique, de réfléchir à des enjeux peut-être plus critiques, plus conceptuels. Les cours, il y a des ateliers de création, il y a des cours qui sont plus théoriques aussi par rapport à la théorie de l'art, par rapport à la tradition justement de la critique d'art, de la théorie, mais aussi par rapport à la réflexion, à l'autoréflexion sur vous vous situez où dans tout ce continuum historique, dans toutes les différentes pratiques qui ont existé dans le siècle dernier, puis plus récemment dans le nouveau siècle, et puis aussi des cours qui sont offerts par les enseignants en histoire de l'art aussi pour vous donner une culture générale des grands mouvements historiques, de l'art actuel aussi. Et puis, ce programme-là, il se conclut, il y a quelques formules, on va le voir là, dans quelques diapositives, mais vous avez toujours une forme ou une autre de cours synthèse. Donc, c'est un cours où vous allez faire un projet plus ambitieux, plus personnel, donc sans consignes ou directives très claires. Donc, c'est des cours dans le cadre desquels il y a souvent, généralement, pas mal toujours à part quand on est en contexte de pandémie, puis il faut trouver des alternatives, donc des diffusions en ligne, par exemple. Mais sinon, généralement, ce cours-là se conclut avec une diffusion, donc la mise sur pied d'une expo avec tout le groupe, l'enseignant, mais tous les étudiantes qui participent aussi, à trouver un lieu, à quel genre d'exposition, à réfléchir à quel genre d'exposition vous allez créer ensemble, à organiser tout ça, à faire une certaine forme de commissariat autour de votre travail. Donc, c'est une expérience vraiment complète de ce que c'est que la vie d'artiste dans le milieu professionnel aussi. Puis c'est une dernière chance justement pour tisser des liens avec vos collègues ou ceux et celles qui seront vos futurs collègues dans ce milieu professionnel après l'école. Et aussi d'un peu de faire votre marque, vous affirmer là, comme appartenant plus à certains courants, si on veut, ou à certaines techniques. Et puis, pour le profil enseignement, c'est une durée de 4 ans parce qu'il y a un petit peu plus de cours de pédagogie. Il y a une partie, une prépondérance aussi pour
les stages dans le milieu scolaire ou dans différents types de milieux. Donc, c'est 4 ans parce que, comme je dis, ça mène à l'obtention d'un brevet d'enseignement des arts plastiques au primaire et au secondaire. Je sais que ces temps-ci, il y a beaucoup de demandes, donc on a beaucoup d'étudiants déjà qui commencent à faire de la suppléance ou à faire des contrats même pendant le programme. Mais comme on dit toujours, c'est toujours pratique de finir ce programme-là, même s'il y a une offre professionnelle, parce que c'est vraiment ce diplôme-là qui va vous donner accès à appliquer sur des postes, sur des permanences dans le milieu de l'éducation primaire et secondaire. Les cours, ben, vous allez partager des cours dans le profil enseignement avec les étudiants du profil artistique, entre autres dans les ateliers de création, dans les cours de théorie, d'histoire de l'art, mais vous avez aussi des cours plus spécifiques pour vous en psychopédagogie, en didactique des arts plastiques, en appréciation esthétique et les fameux stages en milieu scolaire. Donc, vous êtes les étudiants des deux profils mêlés ensemble dans une partie du programme et dans des groupes plus spécifiques dans une autre partie du programme. Et puis, au-delà des stages que vous faites là, de session en session, vous allez aussi avoir un stage d'intégration professionnelle là, à la toute fin du parcours. Mais encore là, c'est ce que j'expliquais, j'ai pris de l'avance. Vous vous côtoyez, si vous avez des amis dans un programme ou l'autre, puis que vous êtes dans l'autre programme, bien, vous allez probablement avoir des cours ensemble quand même. Et puis, c'est parfois possible aussi, dans certains cas, de faire un passage d'un profil à l'autre, que ce soit après la complétion d'un premier bac ou même avant d'avoir terminé. Moi, j'ai rencontré des étudiants là, qui étaient dans un peu toutes ces situations-là. Des fois, la migration se fait d'un côté, des fois, elle se fait de l'autre. Des fois, le profil enseignement parce qu'il débouche peut-être sur des opportunités d'emploi un petit peu plus concrètes après les études, bien, c'est ce qui nous attire, mais à force de passer du temps dans les ateliers, d'être dans le contexte plus effervescent de la création, d'en apprendre un peu plus sur le milieu professionnel, de voir c'est quoi les opportunités qu'il y a de ce côté-là. Bien, je connais des étudiants qui sont passés du profil enseignement pour aller vers le profil création. Et puis de l'autre côté aussi, j'ai vu des gens qui avaient d'abord un intérêt là, pour une trajectoire plus dans le profil création, mais qui finalement en cours de route se découvrent une passion peut-être à travers des contrats d'auxiliaires ou de différentes opportunités de stage ou de rencontres des intervenants peut-être du milieu aussi, se découvrent une passion justement pour la pédagogie, pour la transmission, donc se découvre une vocation peut-être d'enseignant futur. Et puis, donc, j'ai vu ce passage-là, puis j'ai vu des étudiants aussi qui ont fait les 2 bacs ou qui les ont complétés en se chevauchant, parce qu'évidemment, c'est possible d'avoir des crédits d'un côté comme de l'autre pour les cours qui sont communs. Donc, 2 petits témoignages rapidement d'étudiantes bien en vue ou qui ont réussi toutes sortes de choses au courant de leur bac, dont Charline Daly. On va la revoir dans un petit instant. Je pense qu'on revoit son nom à quelques fois, qui nous dit « Le baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l'UQAM permet d'avoir accès à un apprentissage interdisciplinaire très intéressant. La formation offre à la fois des cours orientés vers la technologie, le son, l'image de synthèse, mais aussi des cours plus plastiques comme la peinture ou encore la sérigraphie. » Nous dit Charline Daly, finissante du profil pratique artistique et lauréate québécoise du concours Premières œuvres BMO 2019, donc une distinction quand même importante. Moi, j'ai croisé Charline à quelques occasions, entre autres dans les ateliers de sérigraphie pour des projets qu'elle faisait de ce côté-là plus pictural, plus plastique, mais en même temps, je sais que l'essentiel de son travail ou de sa pratique tourne un peu plus autour du vidéo, des arts numériques, donc je pense que c'est un peu ce qu'elle nous explique ici, c'est que malgré peut-être un intérêt ou une spécialité qu'elle est déjà en train de développer au niveau du bac, bien, le programme lui a quand même offert la possibilité d'acquérir des habiletés ou des intérêts complémentaires. Et puis, Mélodie, à la suite du baccalauréat en enseignement des arts, je pense peut-être me diriger vers l'enseignement dans une école alternative ou encore enseigner l'art auprès d'une clientèle plus vulnérable. J'envisage aussi la médiation artistique qui me permettrait de travailler dans les musées en démystifiant et en donnant un intérêt pour les arts au grand public, dit Mélodie Claire-Jeté, finissante du programme ou du profil enseignement. Donc, encore là, je pense que ce qu'elle nous communique, Mélodie, c'est justement cette idée-là de la découverte un peu
de nos intérêts ou de nos passions, même si vous avez déjà peut-être cerné les arts visuels comme étant des intérêts, des passions avant d'entrer dans le programme. Ben, les deux profils du programme au niveau du bac, c'est vraiment des lieux où vous allez affiner ben, qu'est-ce que c'est plus précisément? Quelle partie de ce vaste milieu professionnel qui est l'art, en fait, des milieux professionnels qui touchent à l'art, dans quelle partie de ce grand ensemble-là, moi, je me sens le plus à l'aise, vers quoi je me sens le plus attiré, qu'est-ce qui m'attire vraiment, qu'est-ce qui me fait vibrer? Ben, je pense que le témoignage de Mélodia nous donne un exemple de peut-être quelqu'un qui, euh, en ne voyant pas toutes les possibilités, ben, c'était dit qu'elle était intéressée par l'enseignement primaire, secondaire, mais qu'à travers peut-être des stages ou justement des rencontres avec des intervenants dans des conférences, c'est peut-être découvert au-delà de l'intérêt pour la pédagogie et l'enseignement des arts, une volonté peut-être de travailler dans des milieux plus spécifiques ou avec des clientèles plus particulières. Puis même la possibilité de travailler au-delà du milieu scolaire, dans le milieu muséal, des institutions muséales, par exemple, où il y a plusieurs opportunités dans les services éducatifs, là, justement, pour la transmission et la pédagogie. On va faire un petit tour des grilles de cheminement pour le programme de bac. Vous allez voir, ça peut avoir l'air un peu compliqué à première abord, là, les tableaux qu'on va regarder, mais on va les regarder surtout dans l'ensemble pour vous donner une petite idée de la progression. Sinon, vous pourrez, si vous voulez les revoir, ben, vous pouvez toujours juste peser sur pause et les lire attentivement, ou c'est des informations que vous pouvez trouver là, ailleurs sur le site web de l'école. Donc, on jette un coup d'œil d'abord au profil de pratique artistique. Donc, c'est écrit bloc A, vous allez voir. Donc, ça, c'est un cheminement possible. Et puis, on aurait le bloc B, là, qui est un peu l'inverse ou un autre type de cheminement. Donc, on y va par année. Vous avez la première session en haut et la deuxième session, donc automne et hiver. Vous voyez, donc, à l'automne, tout le monde fait un premier cours d'intro aux méthodes de recherche et de création. Donc, c'est un cours de méthodologie universitaire. Donc, vous allez écrire des travaux dans le cadre, parfois des travaux plus courts dans le cadre de vos cours pratiques et parfois des travaux plus longs dans le cadre de vos cours plus théoriques ou des cours d'histoire de l'art. Donc, comment on écrit un bon travail, une bonne dissertation universitaire, comment on fait une bibliographie, les notes de bas de page, tout ça, mais aussi au-delà de cette méthode plus générale-là, universitaire aussi, qu'est-ce que c'est que la recherche ou les méthodes de recherche dans le milieu des arts ou pour les artistes, dans la création, comment ça se traduit aussi. Vous avez ensuite un cours d'histoire de l'art. Puis vous voyez, là, c'est là qu'on rentre un peu dans les options, là, les et ou. Deux cours en première année que vous allez faire, donc 2 cours de 6 crédits, donc des cours un petit peu plus longs, un petit peu plus importants en termes de nombre d'heures par semaine. Plasticité et fonction symbolique de l'image, donc le cours d'intro 2D, et matérialité et fonction symbolique de la sculpture, qui est le cours d'intro 3D. Donc vous voyez, c'est ou à l'automne ou à l'hiver, donc vous faites soit un en entrant, soit ou l'autre à l'autre session ou inversement. Puis c'est un peu le même pattern pour le premier cours en fait de photo et de vidéo. Vous avez l'art médiatique, l'image fixe, qui est un cours de 3 crédits en photo, et art médiatique, l'image en mouvement, qui est aussi un cours de 3 crédits en vidéo. Donc encore là, vous voyez, c'est soit vous allez être soit dans une cohorte qui allait le faire le premier photo à l'automne suivi de vidéo ou inversement. Et à la deuxième session, au-delà de ces choix-là, vous avez un deuxième cours d'histoire de l'art qui est la suite du premier, donc paradigme et enjeux des arts au 20e siècle, et un cours choisi en dehors du champ des arts visuels et médiatiques, donc un cours au choix, qui sera un cours de votre choix, évidemment. Donc, deuxième année, toujours dans le profil artistique, toujours dans notre bloc A. Vous voyez encore là, c'est continue d'avoir un peu différents parcours ou différents choix. Souvent, vous avez définition, mythe et représentation de l'artiste en art visuel, donc les figures de l'artiste dans l'histoire, parce qu'on sait que la conception de ce que c'était un artiste ou qu'est-ce que c'était le métier ou la pratique artistique dans l'Antiquité, au Moyen Âge, à l'époque romantique, aux Lumières, dans le 20e siècle, c'est pas toujours la même chose. Donc, toutes ces choses-là informent un peu aussi notre compréhension actuelle de
qu'est-ce que c'est l'art ou qu'est-ce que c'est le travail d'artiste. Donc, c'est un cours qui explore ces notions-là. Vous avez un cours d'atelier au choix, donc vraiment dans une discipline à votre choix. Ça peut être en imprimé, ça peut être en photo, ça peut être en 3D, ça peut être en numérique. Donc, c'est vraiment un cours d'atelier, de pratique. Et puis, 2 ateliers au choix de 3 crédits. Donc, ça vous fait soit 3 cours de 3 crédits en atelier, ou sinon un atelier de 3 crédits et un cours problématique spécifique qui vaut 6 crédits. Donc, encore là, c'est un cours un petit peu plus poussé ou avancé, qui appartient souvent à un champ disciplinaire. Ça peut être la photo, le 3D, l'imprimé, ainsi de suite, mais qui va avoir une composante un petit peu plus critique ou conceptuelle ou un thème particulier et auquel vous allez consacrer un peu plus de temps à chaque semaine. Le cours de pratique réflexive de la création qui est vraiment axé sur la réflexion, l'autoréflexion. C'est un peu la suite aussi du cours de première année en méthodologie, donc certains niveaux de réflexion par rapport à la recherche, par rapport à trouver les matériaux physiques, mais aussi conceptuels de votre pratique. Donc, c'est soit ce cours-là ou le cours, encore un cours d'atelier au choix. Puis, vous voyez, c'est encore un peu la même formule là, entre l'hiver et l'automne dans cette deuxième année. Vous faites soit pratique réflexive en première session ou en deuxième session, ou enfin en troisième session, devrais-je dire, ou en quatrième session. Ensuite, justement pour cette quatrième session, donc l'hiver de la deuxième année, analyse de l'œuvre et du discours sur l'art, donc un cours un peu plus avancé en histoire de l'art. Et puis, vous devez choisir un cours de problématique spécifique. Donc, si vous ne l'avez pas pris à la troisième session, vous en faites un ici. Si vous en avez déjà pris un, ben, ça en fait 2 là, pendant cette année-là. Donc, vous avez un peu la liste de tous les cours sigles au choix. Là. Donc, vous voyez, c'est un cours de niveau 3, AVM 3, 3100, 3101, 3102. Donc, cours de niveau encore un petit peu plus avancé. Puis finalement, un cours d'atelier au choix là, pour compléter soit avec votre deuxième cours d'atelier ou le cours de pratique réflexive. Et puis, la troisième et dernière année du programme ou du profil artistique, toujours dans le bloc A, vous avez soit un peu là, le pendant, vous avez le choix entre un cours ou l'autre selon vos intérêts. Il y a un cours qui adresse les pratiques artistiques dans les espaces publics, donc tout ce qui est in situ, art public, tout ce qui déborde là, des institutions, de la galerie ou du musée, donc qui regarde les pratiques actuelles et l'histoire qui nous a amené à notre situation actuelle. Ou sinon, c'est le cours Les pratiques artistiques dans les espaces de diffusion de l'art, donc qui va s'attarder un petit peu plus aux grandes expositions importantes de la fin du 19e siècle, du 20e siècle, les expositions universelles, les grandes expos importantes qui ont marqué l'histoire de l'art, les pratiques aussi qui se sont mis à se pencher justement sur le contexte du musée, là, donc toute la critique institutionnelle et ainsi de suite, ou les différentes façons d'utiliser ou de capitaliser sur les mécanismes de diffusion des galeries, des musées, même les magazines d'art, donc tout ça, les artistes qui ont travaillé ce genre d'espace-là ou ce genre de lieu-là, physique ou médiatique, pour créer et diffuser des œuvres. Ensuite, un autre cours de problématique générale, donc de niveau 4, AVM 4601, ainsi de suite. Et puis, on va en parler dans une petite minute parce que vous voyez, ça court de la 5e à la 6e session. Un cours choisi en dehors du champ des arts visuels et médiatiques, donc un autre cours au choix à la 6e session. Et puis, encore là, une panoplie de choix différents là, pour votre 6e session. Donc, 6 crédits choisis parmi les cours suivants. Donc, ça peut être des ateliers, des cours pratiques de 3 crédits. Ça peut être un stage aussi. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un peut-être dans un lieu de production ou un lieu de diffusion, un centre d'artistes, un musée, etc. Donc, vous pouvez faire un stage. C'est des stages évidemment non rémunérés, mais crédités.
ou encore là, un cours de didactique aux adultes, si vous êtes intéressé par la pratique d'offrir des ateliers de formation dans différents lieux ou institutions après votre diplomation, ou des stages dans la communauté. Ou encore une problématique spécifique de 6 crédits ou tout autre cours pertinent choisi avec l'accord du direction de programme. Donc, si vous avez pas fait ou vous avez fait quelques cours, par exemple en psycho, puis que le rapport à la psychologie, la psychanalyse, c'est super important dans votre pratique que vous avez développée au courant du bac, bien, c'est pas impossible peut-être d'aller faire un autre cours hors programme, par exemple en psycho, pour approfondir votre maîtrise du sujet. Et finalement, ce qui nous amène là, à ce dernier gros bloc-là, qui est le projet de fin d'études. On va voir avec notre bloc B, là, on ne va pas repasser à travers tout, mais c'est entre autres une des grosses différences entre notre bloc A et notre bloc B. C'est un des cours très populaires, mais contingenté aussi, qui vaut pour 12 crédits. Donc, c'est comme l'équivalent de un 6 crédits à l'automne et un autre gros cours de 6 crédits à l'hiver. Donc, c'est un cours vraiment qui dure toute l'année, où c'est un projet vraiment de, vous partez du point A jusqu'au point Z pour créer un projet de diffusion, une exposition. Donc, vous décidez la forme. Donc, vous allez travailler avec souvent un ou deux enseignants là, au niveau de toute l'année à développer un projet ambitieux individuel, mais aussi à créer vraiment l'exposition. Donc, trouver le lieu, faire du financement, faire la publicité, la diffusion, ainsi de suite, inviter les gens, travailler le commissariat, comment les différentes œuvres vont vivre ensemble dans l'exposition. Donc, c'est entre autres pour ça que c'est un cours très populaire et très contingenté où il faut déposer une petite demande d'admission pour être choisi pour participer à ce projet de fin d'études qu'on appelle communément le cours de 12 crédits. Parce que c'est une expérience vraiment enrichissante et complexe, puis qui vous prépare beaucoup aussi à qu'est-ce que c'est la vie d'artiste. Et puis, on regarde plus rapidement notre bloc B, toujours pour le programme de profil de pratique artistique. Donc, vous voyez, première année, ça se ressemble beaucoup. C'est les mêmes types de choix. Même chose un peu pour la deuxième année. Et c'est plutôt ici que ça va changer, où plutôt que d'avoir le cours de 12 crédits, donc si j'ai dit que c'est contingenté, que c'est un nombre limité d'étudiants qui y participent, ça veut dire qu'il y en a, les autres étudiants doivent quand même faire quelque chose cette année-là. Ben, dans ce cas-ci, vous faites un cours de problématique générale de 6 crédits supplémentaires à l'automne, et puis vous faites à la dernière session ce qu'on appelle l'activité de synthèse ou le cours de synthèse, qui est un cours de 6 crédits. Donc, c'est comme l'équivalent de la moitié là, de notre 12 crédits dont on parlait, qui va avoir un peu la même formule. C'est juste qu'il y a un peu moins d'emphase qui est mis là, sur l'idée de la création, du concept de l'exposition. Et puis, plutôt que d'être un projet sur 2 sessions, ben, c'est un projet qui est contenu à l'intérieur d'une session. Ceci dit, c'est pas nécessairement une option moins bonne. Des fois, il y a des gens qui préfèrent justement travailler, avoir la chance de faire plus de cours de problématiques, plus de cours d'ateliers pour toucher à plus de disciplines, pour se perfectionner dans plus de techniques, plutôt que de faire ce projet-là qui dure un an au complet. Vous avez quand même l'opportunité de faire quelque chose de cette nature-là, c'est-à-dire un projet qui met terme à vos études de baccalauréat, donc avec un projet quand même très ambitieux qui se déroule sur une session au complet. Maintenant, notre autre programme, celui-ci, moi je le connais évidemment un petit peu moins parce que j'enseigne surtout moi dans le profil de création, mais vous voyez que en fait ce qui distingue souvent l'idée du groupe A ou du groupe B, là, vous voyez on a première année, deuxième année, et puis ici, troisième, quatrième année, puis ensuite notre groupe B, première, deuxième et troisième, quatrième. C'est vraiment souvent le placement du stage en milieu scolaire. Donc, vous voyez ici, dans notre groupe A, je vais aller voir, donc, vous voyez, hiver, deuxième session, stage d'exploration et séminaire d'intégration, donc un premier contact avec le milieu de l'enseignement ici, un premier stage. Et puis, en deuxième année, vous en avez un à l'automne.
il y a beaucoup d'autres cours là, qui retouchent, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous allez avoir beaucoup de cours en commun avec les étudiants de l'autre profil. Donc, il y a beaucoup des explications que j'ai données. Vous pouvez regarder, il y a quand même des cours spécifiques, éducation et pluriethnicité au Québec, psychopédagogie et pensée visuelle, ainsi de suite. Puis, vous voyez, en troisième année, vous avez stage d'enseignement des arts plastiques au secondaire à l'automne, et puis stage d'enseignement en arts plastiques au préscolaire, primaire, intégration professionnelle, donc, ou stage d'enseignement en arts plastiques au secondaire, intégration professionnelle. Donc, c'est à ce moment-là que vous choisissez un peu votre spécialité, là, si c'est plutôt primaire, secondaire, le groupe d'âge auquel vous voulez vous consacrer, qui se déroule à l'hiver. Je vous fais grâce de lire trop en détail tous ces blocs-là. De toute façon, comme j'ai dit, moi, c'est des cours que je connais moins, que je maîtrise moins, donc je peux un peu moins vous en parler, mais vous aurez l'occasion de rencontrer des profs aux portes ouvertes ou de tout simplement prendre le document plus complet là, sur les cours et de lire les descriptions, si c'est déjà quelque chose là, qui vous excite, qui pique votre curiosité. Je voulais juste vous montrer rapidement avec le groupe B, donc toujours pour le profil enseignement, c'est un peu la même idée. Là. Il y a une partie de la cohorte qui fait le stage à un moment, puis l'autre partie qui le fait à l'autre moment. Donc ici, c'est toujours à l'hiver, mais vous voyez, dès la deuxième session, dès la deuxième année, en fait, il y a une inversion ici. Le stage, plutôt que d'être à l'automne, il est à l'hiver. On continue ici, vous avez en troisième année un stage à l'hiver, et finalement, ben, comme le groupe A, vous aurez à la toute fin, en dernière session de la quatrième année, toute la session est consacrée vraiment à ce stage plus long d'intégration professionnelle. Petite récapitulation, donc les cours de 3 crédits, j'en ai déjà parlé là, quand on a regardé les grilles, mais les cours théoriques durent environ 3 heures de classe et on s'attend à environ 6 heures de travail indépendant par semaine, donc environ 9 heures là, si on inclut les 3 heures de classe. Et puis les cours d'atelier au niveau du bac, pour les 3 crédits, c'est un peu la même chose, mais inverse, vous allez passer 6 heures en atelier. Donc c'est une journée complète où il y a souvent une portion de 3 heures qui est plus concentrée au niveau vraiment de l'enseignement, les démonstrations, les présentations magistrales, puis une seconde partie de la journée qui est plutôt ce qu'on va appeler de l'atelier supervisé. Donc, vous faites votre travail sur vos projets dans les ateliers, vos travaux de création, mais le professeur n'est pas retourné à son bureau, il reste dans les ateliers avec vous, avec l'équipe technique, avec les étudiants, pour continuer de voir un peu l'évolution de vos travaux, répondre à des questions, vous conseiller, etc. Puis au-delà de cette journée complète, bien, vous avez environ 3 heures de travail à faire en dehors de la classe à chaque semaine. Pour les cours de 6 crédits, c'est des cours d'atelier qui durent 9 heures de classe, donc plus 9 heures de travail indépendant par semaine. Donc, c'est des cours plutôt demandants pour une moyenne d'environ 18 heures par semaine. Quand on dit 9 heures de classe, généralement, la formule que ça va prendre, c'est comme le 3 crédits, ça va être une journée complète, donc 3 heures très enseignement, une période d'atelier, puis souvent le lendemain, l'avant-midi, la journée qui suit, la suite, donc une autre période d'atelier ou d'autres activités d'enseignement avec le ou la professeure. Et puis le cours de 12 crédits, j'en ai quand même parlé pas mal tantôt. C'est le cours projet de fin d'études qui dure 9 heures de classe plus un autre 9 heures de travail indépendant par semaine, mais qui se déroule de septembre jusqu'à avril. Donc, c'est pour ça qu'il correspond à l'équivalent de 2 cours de 6 crédits pour un total de 12 crédits. D'autres petites infos pratiques, moins excitant que de réfléchir aux cours puis aux ateliers dans lesquels vous allez passer tout votre temps, mais c'est des infos quand même importantes. Donc, pour une session à temps plein, on parle d'un 5 cours, donc 15 crédits. Là, si vous faites la grille complète là, telle qu'elle a été présentée, il y a quelques diapositives. Pour les étudiants québécois, les frais de scolarité pour une session à temps complet, c'est environ 1 700 $ par session. Pour les étudiants du Canada, c'est 4 500 $. Les étudiants de France ou de Belgique, c'est le même coût que pour les étudiants canadiens de l'extérieur du Québec. Et pour les étudiants d'un pays au-delà de la France ou de la Belgique ou du Canada, 10 000 $ et 400 $ environ pour les frais de scolarité pour
une session à temps plein. Finalement, coût des matériaux et livres, vous pouvez vous attendre à débourser 5 à 600 dollars approximativement pour une session à temps plein, là, donc manuel, livres pour les cours théoriques, les lectures, ainsi de suite, les recueils de textes et les matériaux pour vos cours pratiques. Donc tout ça est inclus là-dedans à peu près. Et puis, on vous donne un autre exemple. Donc, par exemple, pour un 2 cours, session à temps partiel, je pense qu'à 3 cours aussi, on est à temps partiel, mais l'exemple qu'on donne, c'est 2 cours. Donc, pour 6 crédits, pour les étudiants du Québec, c'est 800 dollars par session pour les frais de scolarité. Pour les étudiants du Canada, 1900. France ou Belgique, c'est la même chose. Autres pays, 4300 dollars par session et coût des matériaux et livres va s'élever à environ 250 à 300 dollars par session. Vous avez aussi, si vous avez si les exemples que j'ai donnés ne correspondent pas tout à fait à votre situation, vous avez vous voulez avoir un estimé un petit peu plus précis, il y a à l'adresse juste ici, là, vous l'avez en hyperlien aussi, il y a un outil d'estimation des frais de scolarité que vous pouvez utiliser qui est disponible pour vous. Parmi les opportunités vraiment intéressantes que vous avez dans le programme de bac à l'École des arts visuels et médiatiques, autant dans un profil que l'autre, il y a entre autres les possibilités de séjour à l'étranger pour des échanges étudiants. En fait, vous avez ici une petite liste là, des endroits. Il y a beaucoup d'étudiants qui font un échange en France, par exemple, à Paris, Strasbourg, Marseille, Aix-en-Provence, Villa-Arson. Donc ça, c'est des opportunités vraiment intéressantes. Encore là, vous pourrez poser vos questions peut-être aux profs pendant les portes ouvertes, là, si vous avez des questions plus précises à ce sujet, mais je sais que c'est toujours vraiment apprécié des étudiants. Là, tous les étudiants qui font les séjours d'études à l'étranger se reviennent toujours transformés et emballés. Généralement, ces échanges-là se font pour 1 ou 2 sessions, donc c'est une session ou 1 an. Ce ne sont pas des choses qu'on fait en première année, c'est des choses qu'on planifie pendant la première année d'études au bac, puis qu'on fait à partir de la 2e, 3e, 4e année. Sachez qu'il y a aussi des bourses de mobilité de 500 dollars par mois qui sont offertes par le service des relations internationales. Donc, ça peut vous aider justement à financer un séjour d'études à l'étranger pour une session ou même 1 an au complet. Et puis, l'étudiant est crédité à l'UQAM pour les cours suivis à l'étranger et continue de payer ses frais de scolarité au Québec là, au même coût qu'on a vu il y a une petite minute. Dans les autres activités un peu extracurriculaires, donc qu'est-ce qui se passe là, au-delà de vos cours qu'on a étudiés en détail dans nos grilles de cheminement? Ben, plusieurs programmes de conférences, entre autres. Donc, une qui est très populaire, qui est toujours récurrente, c'est les intervenants culturels internationaux. Donc, les conférences ici, où différentes... souvent, c'est des artistes, mais pas toujours. Des fois, c'est des commissaires ou des gens d'autres horizons du milieu qui sont de passage à Montréal, mais qui sont vraiment impliqués là, à un niveau international, qui ont des carrières qui dépassent les frontières du Québec. Viennent faire une présentation de leurs travaux, de leurs recherches en cours sur l'heure du midi. Donc, c'est toujours très populaire. Ça se passe entre 2 cours. On vient manger notre lunch. C'est toujours des événements qui sont des conférences qui sont très, très attendues et très populaires. Ensuite, artistes et théoriciens du Canada et de l'étranger, donc et des conférenciers invités dans certains cours également. Donc, au-delà de ce programme de conférences-là, que ce soit à travers la Galerie de l'UQAM, qui a un lieu de diffusion vraiment important à Montréal, qui est situé à même le pavillon Judith Jasmin, eux vont avoir aussi des programmes de conférences, de présentations, de visites guidées des expos avec les intervenants qui sont en même temps. Et puis, dans plusieurs des cours aussi, il y a des budgets spécifiques réservés pour avoir des invités, donc que ce soit des artistes, des commissaires, des théoriciens, des historiens de l'art, des gens de tout horizon, encore une fois, qui viennent présenter un peu leurs travaux, leurs recherches dans le cadre de cours spécifiques. Vous allez aussi avoir des opportunités de participer à des expos tout au long de votre bac. J'en mentionne quelques-unes qui sont importantes et récurrentes. Il y a l'exposition Paramètres qui se déroule à chaque année à la salle d'exposition de la Place des Arts pour les étudiants ayant complété 30 crédits et plus sur sélection par un jury. Et puis, il y a des bourses et des prix qui sont décernés pendant cette
expo-là. Donc, c'est une exposition vraiment commissariée où vous devez appliquer. Il y a un jury qui sélectionne les œuvres, donc c'est toujours un peu prestigieux d'être sélectionné. Puis, c'est un lieu, là, on va le voir dans une petite minute, la salle d'exposition à la Place des Arts, où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui passent par là tous les jours, donc qui ont la possibilité de voir votre travail. Puis, c'est une expo où vous travaillez vraiment en collaboration avec des enseignants là, qui assure un peu la cohésion, le commissariat de cette expo-là. Donc, c'est une opportunité vraiment intéressante déjà de dialoguer par rapport à votre travail avec quelqu'un, avec un professionnel ou quelqu'un qui a vraiment de l'expérience dans ce genre d'activité. L'autre exposition récurrente à chaque année, c'est l'exposition Passage à découvert, qui, elle, se déroule à la Galerie de l'UQAM, que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, c'est une très belle galerie, très beau centre d'exposition universitaire qui est situé à même le pavillon Judith Jasmin. Donc, pour les étudiants qui finissent le bac, autant dans les deux profils, et encore une fois, il y a plusieurs bourses et plusieurs prix qui sont décernés à cet endroit-là. Donc, c'est un petit coup de pouce, des fois en finissant le programme, d'aller chercher un prix ou une petite bourse à cet endroit-là. Donc, paramètre, on a une petite image, ça vous donne une idée, c'est l'espace vitré là, au métro Place des Arts, juste à côté du mur vidéo qu'on va voir dans une petite minute. Donc, un peu entre le musée d'art contemporain, la 5e salle, donc dans ce coin-là. On a une autre image ici d'une des expos récentes des dernières années. Et puis, quelques images aussi de passage à découvert, donc qui est vraiment l'expo des finissants à la Galerie de l'UQAM. Et puis, au-delà de ces expos récurrentes-là et des projets il y a les projets de fin d'études, oui, que je n'ai pas mentionnés. Que ce soit le 12 crédits ou l'activité synthèse. Donc, à l'extérieur de l'UQAM, c'est toujours dans des lieux différents chaque année que ces expos-là se passent. Et puis, par le passé, il y a eu des différentes collaborations aussi, là, soit à travers ces projets de fin d'études-là, ou dans le cadre de d'autres cours spécialisés aussi, où il y a des projets de collaboration qui ont été faits, soit avec l'Écomusée du Fier-Monde, la Fonderie Darling, Écomusée du Fier-Monde, la Fonderie Darling, la Grande Bibliothèque, les Habitations Jeanne-Mance, qui sont des coopératives d'habitation tout proche du quartier là, où se trouve l'UQAM, Musée des Beaux-Arts de Montréal, Palais des Congrès de Montréal et Place des Arts. Donc, toutes sortes de projets de diffusion ou d'expos qui ont été développés en partenariat dans le cadre de certains cours spécifiques. Entre autres, je mentionnais le mur vidéo, la mosaïque vidéo Place des Arts. Donc, c'est un des projets vraiment intéressants qui a été développé dans les dernières années avec le professeur Jean Dubois, si je ne me trompe pas, où il y a, dans le cadre d'un cours à l'automne, les étudiants travaillent sur une proposition d'œuvre publique vidéo qui se passerait dans cette murale vidéo-là qu'on a à la Place des Arts, qui comporte vraiment plusieurs écrans. Et puis, à la fin du cours, ben, il y a un jury qui détermine une équipe gagnante ou quelques équipes gagnantes pour diffuser et réaliser à la session d'hiver leur projet sur les lieux réellement. Donc ça, c'est une autre super belle opportunité là, de diffusion puis de développement de votre pratique là, vraiment dans un contexte professionnel. Et puis finalement, ben, au-delà de tout ça, il y a encore plein d'autres choses que j'ai pas mentionnées. Là. Toutes les opportunités sont trop nombreuses pour qu'on les énumère toutes au complet, mais il y a toujours des expos étudiantes au Café des Arts dont j'ai parlé rapidement tantôt, les rencontres interuniversitaires en performance actuelle, donc le fameux RIPA à chaque année, c'est un super festival d'art-action ou d'art-performance qui est développé exclusivement par des étudiants attachés aux universités, aux différentes universités au Québec. C'est un des super bons festivals de performance qu'on a chaque année.
appui financier pour projets artistiques par le service de la vie étudiante et l'association étudiante. Donc, tout simplement pour dire qu'il y a encore là des budgets qui sont toujours disponibles, accessibles pour quiconque a la volonté et les idées pour développer toutes sortes de projets artistiques. Un petit mot ici juste pour dire ben, que nos étudiants, nos étudiantes qui graduent du bac ou qui finissent, ben, ils sont performants, ils travaillent, ils sont reconnus sur la scène artistique au Québec, au Canada et même au-delà. Rapidement, ici, là, dans les dernières années, le fameux concours BMO Première œuvre, BMO First Art, donc meilleure œuvre québécoise au concours canadien, Michael Lepage en 2020, Charline Dely en 2019, Sarah Magin en 2018, Laure Bourgault en 2017 et Alexandre Ménard en 2016. Donc déjà, tous ces prix-là pour le gagnant québécois ou la gagnante québécoise venait avec une bourse en argent, une exposition, beaucoup de diffusion, beaucoup de promotion. Gagnante de la bourse Elizabeth Green Shields Foundation, la fondation Elizabeth Green Shields, offert au meilleur peintre figuratif à l'international, donc Julie Dumont cette année, donc c'est très récent, vous pourrez aller voir son travail. Nos étudiants du bac s'illustrent encore avec œuvre de la relève à Montréal du Conseil des arts et des lettres du Québec, Sarah Magin en 2019, le prix Albert Dumouchel pour la relève en art imprimé de Art Prime, qui est un centre d'artistes consacré à la diffusion en art imprimé, donc Sarah Magin en 2018, Joseph Landreville 2017, Alexandre Ménard 2016, Anne-Karine Bourdieu-Leduc en 2015, et puis même des mentions du jury là, dans le cadre de ce concours ou de ce prix-là annuel, Brigitte Desroches, Magali Leclerc-Casavant et Vincent Demers entre 2018 et 2016. Donc ça, c'est juste dans les dernières années, très récemment. Je sais de sources sûres qu'il y en a eu plusieurs autres par le passé aussi. Un petit mot, on touche à la fin de notre présentation, un petit mot sur la préparation du dossier visuel de la demande d'admission. Vous voyez ici, c'est un peu curieux, mais en fait, c'est pour dire que le dossier visuel compte toujours pour 60% de votre note d'appréciation pour votre admission, au moment de votre admission. Puis le dossier académique compte pour à peu près 40% de votre note qui vous est attribuée au moment de l'évaluation des dossiers pour l'admission à chaque année. Donc, que vous proveniez d'un DEC, donc que vous ayez complété récemment un diplôme collégial, ou que vous soyez quelqu'un qui est plutôt déjà accédé au niveau universitaire, mais qui est dans une... Peut-être que vous étiez plus... sans être étudiant libre, là, mais un étudiant qui n'est pas attaché à un programme dès le départ, ou quelqu'un qui a fait un bout de programme, puis qui finalement, parce qu'il a suivi un cours au choix, une révélation, décide de bifurquer vers la création ou vers l'enseignement des arts. Ben, c'est toujours le même pourcentage là, de 60% de votre note pour l'admission qui est consacrée à votre dossier visuel. Donc, c'est très important d'avoir un dossier visuel solide pour entrer dans les programmes de bac. C'est ce que ça veut dire. La date limite, vous l'avez peut-être déjà en tête, c'est toujours le 1er mars à chaque année pour déposer une demande d'admission à l'École des arts visuels et médiatiques. Donc, ce fameux dossier visuel qui compte pour 60%, présentation générale du dossier, qualité de l'expression écrite et qualité des photographies. Donc, c'est vraiment notre premier critère. Ensuite, la lettre de motivation, l'acquisition du langage visuel de base en art visuel et médiatique et le potentiel de développement. Donc, on ne cherche pas à avoir des artistes pleinement épanouis et complets qui viennent étudier au bac. Ce qu'on cherche, c'est des gens motivés, intéressés, qui possèdent certaines bases, mais qui sont vraiment prêts aussi à explorer puis à se développer au courant des années de la formation au bac. De façon très simple, là, sur la même page où vous m'avez trouvé, moi, vous devriez avoir accès à la vidéo avec notre étudiante Clara qui vous en dit un petit peu plus sur le dossier visuel puis sur le dossier complet, en fait, le portfolio et tout le reste. Donc, quoi faire, quoi ne pas faire. C'est une petite capsule rapide d'environ 5 minutes. C'est très complet. Ça vous donne beaucoup d'infos sur comment bien vous préparer. Et je vous rappelle, j'ai mentionné tout à l'heure la clinique de portfolio, la journée des portes ouvertes. Donc,
vous pourrez, en vérifiant les informations au niveau des portes ouvertes virtuelles là, du 9 février, vous devriez avoir accès aux cliniques de portfolio là, qui sont sans rendez-vous entre 16 heures et, j'ai le goût de dire 20 heures cette journée-là, mais venez plus tôt, ça sera plus facile. Et puis, un enseignant peut vous accompagner dans l'élaboration de votre dossier visuel. Le service est offert sur rendez-vous. Le rendez-vous, c'est pour la dernière semaine, donc du 22 au 26 février. Euh, Encore là, il y a un hyperlien qui n'est pas disponible encore. C'est pour ça que c'est juste écrit hyperlien aussi. Mais vous allez rapidement trouver là, dans les semaines qui suivent, au même endroit, sur la même page où vous êtes en ce moment, les infos pour ces rendez-vous-là. Encore une fois, ça va se dérouler sur Zoom, donc ce sera des petites rencontres individuelles où on vous demande de prendre un rendez-vous. Donc, au moment où vous serez libre entre ces dates-là, on va s'arranger pour qu'il y ait un enseignant ou une enseignante qui puisse répondre à vos questions puis vous aiguiller dans le dernier droit ou la dernière droite vous menant au dépôt de votre dossier visuel puis de votre demande d'inscription. J'ai mentionné le petit vidéo de Clara au niveau vraiment de ce qu'on vous demande spécifiquement pour le petit package, le dossier visuel, la lettre d'intention, ainsi de suite. Petite vidéo de Clara, ça dure 5 minutes. Puis, juste sous ce vidéo-là, il y a une autre vidéo qui vous fournit toutes les étapes, qui vous explique toutes les étapes simplement pour déposer votre demande à l'UQAM comme tel, là, donc tout ce qui concerne plutôt le service du registrariat. Il y a une autre petite vidéo, là, comme je disais. Donc, avec ces deux vidéos-là, vous avez vraiment toutes les infos entre les mains. Je peux déjà vous dire que la première étape, ben, c'est oui de préparer votre dossier visuel, mais le dossier visuel, vous allez pouvoir le déposer cette année vu qu'on fait pas affaire avec des dossiers physiques ou matériels. Ça va vraiment être électronique de A à Z. Après votre demande d'admission déposée au registrariat de l'UQAM, vous allez recevoir un hyperlien personnalisé, exclusif à vous, qui va vous dire, qui va vous donner les instructions à savoir où et comment déposer votre dossier visuel, votre lettre de motivation et ces choses-là au bon endroit, donc dans les jours qui suivent votre demande d'admission, mais c'est toujours bien d'avoir tout en main, de ne pas attendre pour préparer le dossier visuel à la dernière minute trop. Donc, je vous souhaite une bonne journée, bonne chance avec votre demande d'admission, puis on se croise peut-être sur le campus l'an prochain. Bonne journée!